Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce webinov organisé par la Fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc et son partenaire TESAM. J'en salue les représentants et anciens membres de l'équipe avec laquelle j'ai pu collaborer pendant longtemps et merci à vous d'être là. Un merci surtout à Corinne Bourgeois pour son aide précieuse à l'organisation de ce webinov et qui aura la charge de recueillir vos questions dans le chat pour pouvoir ensuite les transmettre à nos intervenants. Vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints ce soir sur ce thème de la santé mentale, un sujet important. C'est un sujet qui était important hier, qu'il l'est encore davantage aujourd'hui et qu'il le sera probablement plus encore demain. Un an de crise sanitaire et psychologique, que reste-t-il de nos collectifs? Ça, c'est la question à laquelle nos intervenants vont tenter d'apporter un éclairage, si ce n'est déjà des réponses, ou en tout cas des réponses même partielles. Je vous remercie, on est tous très habitués maintenant à ces webinars, mais enfin, je vous remercie chacun de couper votre micro, votre caméra pour plus de fluidité. Vous posez vos questions dans le chat. Moi, j'aurai le plaisir à vous retrouver dans moins d'une heure maintenant pour la conclusion. Et je vais tout de suite passer la parole à Arnaud, qui fera l'introduction à ce webinaire. Bonne conférence à tous et à tout à l'heure. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Cécile, pour cette introduction. Est-ce que vous me confirmez que vous voyez bien une présentation et qu'elle apparaît en plein écran? Voilà, super. Merci pour ce retour. Nous allons, avec mes collègues, et je vais donc ouvrir le bal, avec Sonia et Marie-Elisabeth en parallèle ou par la suite, nous allons vous parler de cette crise et sanitaire, dont on entend beaucoup parler, et aussi psychologique ou d'ordre mental, pouvant affecter notre santé mentale, dont on commence aussi à parler de plus en plus, souvent parce qu'il y a des événements déclencheurs particulièrement marquants, des événements dont la gravité est connue de toutes et tous. Mais finalement, ce que l'on va aussi décrire aujourd'hui, c'est qu'il y a des phases aiguës dont on entend parler, qui sont actuelles, mais il y a aussi des choses qui vont probablement devoir nous préoccuper et devoir préoccuper nos collectifs pour les semaines, mois, peut-être plus encore à venir. Et puis, il y a aussi des choses qui sont positives. Il y a aussi des éléments qui sont des leçons d'espoir, d'optimisme que l'on peut extraire de cette période tout à fait particulière, complexe que nous traversons. Alors, on a convenu que nous allions nous présenter un peu plus spécifiquement nos prises de parole. Donc, je m'appelle Arnaud Carré, je suis maître de conférence en psychologie à l'Université Savoie-Mont-Blanc, au laboratoire interuniversitaire de psychologie, personnalité et cognition changement social. On dit le LIP PC2S, ça va plus vite. Et au sein de ce laboratoire, j'appartiens à un axe thématique qui s'appelle axe thématique en psychologie de la prévention, axe thématique prévention, qui est un axe qui est davantage porté à l'Université Savoie-Mont-Blanc et qui est animé depuis plusieurs années par ma collègue Sonia qui est ici avec nous et plus récemment aussi en lien avec Thierry Azzeni, un autre membre du laboratoire. Et donc, Marie-Elisabeth, si tu veux dire un petit mot sur qui tu es. Oui, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Marie-Elisabeth Bourret, je suis psychologue du travail, mais j'interviens surtout ce soir en tant que DRH à temps partagé dans une entreprise industrielle qui est à Marna, qui est l'entreprise SMP qui fait partie du groupe Poquelin. Et donc, l'idée ce dont nous avons convenu, c'est que Sonia et moi allions à certains moments exposer des éléments issus
voilà, issus aussi de la littérature scientifique sur cette crise, mais aussi sur les éléments qui permettent de mieux comprendre certains déterminants ou certaines solutions en lien avec cette crise. Et en complément de ces informations peut-être un peu plus scientifiques et académiques, Marie-Elisabeth Bourret va compléter, commenter nos propos avec le retour aussi du terrain qu'elle a à travers les fonctions qu'elle vient de repréciser. Donc, Marie-Elisabeth, tu prends la parole, bien évidemment, quand tu le souhaites. Pas de souci. Alors, cette crise, juste quelques mots pour la recontextualiser, même si finalement, il suffit d'ouvrir un site internet d'actualité, parfois même pour le meilleur, mais aussi pour le pire, nos réseaux sociaux pour en entendre parler. Il y a aussi les médias plus traditionnels, audiovisuels, pour entendre les chiffres qui la caractérisent. Cette crise, c'est une crise d'ordre virologique. On parle d'un virus. Je ne vous fais pas l'affront de vous refaire toute l'histoire que nous traversons depuis un peu plus d'un an. Cette crise, on la suit avec des chiffres. On la suit avec d'ailleurs différentes réactions par rapport à ces chiffres que l'on nous expose. On a dépassé un seuil symbolique de 100 000 personnes. Il y a chaque jour plusieurs centaines de personnes qui succombent à cette crise, qui est donc, vous l'aurez compris, vous le savez, une crise au premier plan virologique et qui, puisqu'elle est virologique, amène à tout un ensemble de mesures pour essayer de lutter contre ce virus, des mesures de dépistage, des mesures de protection, avec, vous l'avez maintenant bien intégré, tout le panel de gestes et de mesures barrières, de distanciation, mais également des mesures aujourd'hui de prévention qui passent par la vaccination comme étant un nouvel élément, un nouvel outil dans le cadre de la stratégie. Mais cette crise, qui est évidemment traitée comme une crise virologique, une crise qui est liée à une problématique d'infection à un virus, c'est aussi une crise d'ordre économique, et là aussi l'actualité nous le rappelle souvent, et une crise qui est d'ordre mental et psychologique. Et c'est notamment de ce peut-être troisième pilier de la crise dont nous allons parler plus précisément aujourd'hui. Depuis un peu plus d'un an, on entend parler de vagues, on entend parler de courbes. Les vagues ont différents numéros, les courbes ont différentes formes. Il y a quand même un mot d'ordre dans cette variabilité, cette évolution des discours, c'est qu'il faut retarder les vagues, casser les vagues autant que faire se peut, et réduire l'impact de la crise par notamment ce que l'on appelle l'aplatissement de la courbe. L'aplatissement de la courbe, si on prend purement la logique qui est celle d'un virus qui va attaquer l'organisme et qui va mettre certains individus en souffrance, puisque vous savez que c'est à peu près 15% des personnes infectées qui vont développer un syndrome respiratoire aigu, et à l'intérieur de ces 15%, une personne sur trois va potentiellement nécessiter une prise en charge hospitalière allant jusqu'à la réanimation. Eh bien, l'idée, c'est de faire en sorte que cette courbe soit aplatie et que le système de santé puisse absorber au maximum les sollicitations, notamment en termes de soins de type hospitalisation. Donc on met en place, la société met en place des mesures pour faire en sorte que dans le temps, cette courbe soit un peu plus répartie et qu'on ne connaisse pas des phases aiguës qui correspondent en fait à une rencontre avec la limite du système, la limite dans les capacités du système de soins, en particulier du système hospitalier. Cette logique-là, elle est aussi à regarder au niveau mental, puisque qu'il s'agisse en fait de données issues de précédentes épidémies dont on n'a, nous, pas forcément l'habitude en France ou en Europe de l'Ouest, même si on a peut-être eu une première sensibilisation avec la fameuse grippe A il y a quelques années, mais dans d'autres pays, il y a déjà eu des événements de grande ampleur, bon, qui aujourd'hui sont connus de tous à l'échelle planétaire, et on sait que à la fois l'état de détresse dans lequel les individus se retrouvent en lien avec un virus qui affecte lourdement leur santé et ou celle de leurs proches, mais également
tout le poids que représentent les mesures mises en place par la société pour freiner cette épidémie, et notamment les restrictions sociales, les restrictions culturelles, les restrictions sportives, les difficultés économiques, les réorganisations du fonctionnement, par exemple au niveau professionnel, eh bien tout cela a un coût. Ça consomme des ressources, ça met les individus dans parfois une situation de fragilité. Et quand on est sorti d'une crise de ce type-là, quand sur l'aspect virologique, entre guillemets, cela va mieux, eh bien, est à redouter à distance une forme d'effet rebond, une forme d'autre vague, de toute autre nature cette fois-ci, qui est la vague qui correspond à des phénomènes d'ordre psychologique, psychopathologique, mentaux, psychiatrique, en tout cas tout ce qui impacte sévèrement le bien-être et la santé mentale des individus. Et une des préconisations qui très tôt est apparue dans la littérature scientifique, c'est de la même manière qu'on essaye d'aplatir la courbe au niveau virologique, il faudrait essayer de réfléchir à un aplatissement de cette courbe au niveau mental, notamment par la prévention bien en amont, une prévention primaire qui va notamment permettre de diffuser un certain nombre de messages, de pratiques, d'actions de santé publique qui favorisent des bons comportements. Et ça passe notamment par certaines règles d'hygiène qui passent par le sommeil, ce que l'on mange, ce que l'on boit, nos liens sociaux, la manière dont on participe aussi à l'économie, la manière dont on gère nos ressources financières. Tout ça pour essayer de se mettre dans des dispositions qui font que cette fois-ci, ce ne seront pas les structures de santé mentale qui seront débordées par cette nouvelle vague. Très rapidement, cette crise de la Covid-19, ce coronavirus deuxième version, le SARS-CoV-2 qui nous touche depuis un peu plus d'un an, on sait qu'il va impacter la santé mentale à différents niveaux. Il va fragiliser celles et ceux qui sont déjà en situation de vulnérabilité et il va potentiellement venir faire flamber des difficultés qui n'étaient pas encore émergées avant le virus. Et puis, la santé physique et la santé mentale, idéalement, ne sont pas à dissocier. Et cette problématique de la santé mentale, à travers ce virus, va se retrouver aussi chez des personnes qui ont des difficultés, qui ont des parcours de soins, des parcours de santé somatique particuliers, notamment on peut penser aux personnes qui ont des affections chroniques, qui sont empêchées ou qui sont freinées dans leur parcours de soins et qui vont aussi avoir une problématique mentale en plus de leur problématique somatique qui était déjà présente. Donc, à différents niveaux, sur des aspects que l'on qualifiera de tertiaires pour celles et ceux qui sont déjà en situation de difficulté, mais aussi à un niveau de prévention primaire et de promotion du bien-être, cette crise sanitaire qui est virologique, elle appelle à s'intéresser à la santé mentale et à fournir des actions pour la protéger. Rapidement, ce que l'on sait de la dimension psychologique de cette crise de la Covid-19, c'est qu'elle génère une anxiété, des aspects de peur liés aux effets de la maladie. Et objectivement, quand on voit les statistiques autour de cette maladie, ce n'est pas illusoire, il y a réellement matière à s'inquiéter. Et la plupart des données qui ont déjà modélisé le poids, par exemple, ce que représente l'anxiété en lien avec cette crise, c'est des données qui commencent à avoir quelques mois et qui je précise qu'elles ont quelques mois, sont peut-être à revoir aussi avec, par exemple, l'évolution de la maladie. On parle de nouveaux variants, on parle de changements dans les profils des personnes qui sont atteintes et qui peuvent faire des formes graves. Donc cette anxiété, en fait, elle est réelle, elle a une légitimité et elle est évidemment très impactante. Il y a aussi la lenteur de la thérapeutique. Qu'est-ce qui soigne? Qu'est-ce qui protège? Le fait que la science a énormément avancé en un an, mais peut-être pas encore assez vite lorsqu'on est face à la maladie et à l'atteinte, parfois par des formes graves pour soi ou pour ses proches. Il y a évidemment dans la dimension psychologique de cette crise une forme de confiance vis-à-vis des systèmes de santé, vis-à-vis aussi des avancées scientifiques. Et là se posera aussi toute la question de l'hésitation vaccinale qui doit être hissée au rang des priorités pour les autorités sanitaires. Il y a, comme on le disait, les mesures sociétales qui sont mises en place pour freiner l'épidémie, les couvre-feux, les confinements.
qui viennent impacter le bien-être des individus. Et puis, un élément plus récent qui est apparu dans la littérature scientifique, c'est ce qui est qualifié de déception liée à l'excès d'optimisme. Le fait, par exemple, que l'on ne prenne pas suffisamment la mesure de la crise, le fait, par exemple, que l'on avance par petits pas pour espérer peut-être ménager l'opinion, ménager les stress de certains et certaines. En fait, aujourd'hui, des psychologues et des économistes ont réussi à modéliser que ce n'est pas une bonne stratégie et que, en fait, ça met les personnes plus en souffrance parce que ça maintient souvent une incertitude et ça maintient aussi une forme de perte d'espoir. Il vaut mieux dire qu'il va y avoir des mesures, qu'elles sont sévères et que si on peut, les lèvera plus tôt, plutôt que de partir sur des petites mesures, excusez-moi le terme, peut-être des mesurettes, mais qui, à force d'être soit inefficaces ou soit de devoir être prolongées, vont plutôt impacter les personnes et générer des stress. Et ça, voilà, vous en avez aussi une petite explication. Et certains pays européens, dont l'Espagne, puisque ce sont chez nos voisins espagnols que l'étude a été faite, mais également la France, l'Italie ou les États-Unis, notamment dans ce qui s'est passé avec une précédente mandature là-bas, ont été pointés du doigt comme des pays qui n'avaient probablement pas bien ménagé ces aspects-là et probablement augmenté les aspects d'incertitude et de déception. Pour terminer sur cette section-là, la santé mentale confinée sous quarantaine, il faut savoir qu'elle atteint tout le monde. On n'est pas face à un phénomène rare ou un phénomène confidentiel. Chacune et chacun d'entre nous est concerné. La population générale, potentiellement tout le monde, est donc au cœur de cette thématique. Maintenant, si on va un petit peu plus dans le détail, puisque notamment des études ont permis de rendre l'analyse du phénomène un peu plus précis, on sait qu'il y a des personnes qui sont plus fragiles. Et qui sont les personnes plus fragiles? Les sujets d'âge jeune, les étudiantes et les étudiants et les femmes. Ça ne veut pas dire que des personnes plus âgées qui sont actives et qui seraient hommes, voire même à l'opposé du spectre qui seraient retraités, seraient totalement vaccinées contre le stress lié à cette crise. Non. Par contre, ça veut dire que s'il faut un moment aussi prioriser ou regarder là où se situe le plus grand taux de risque ou de vulnérabilité, eh bien, certaines catégories ou sous-catégories de la population sont considérées comme plus fragiles. Quels sont les facteurs aggravants? Eh bien, le fait d'avoir des plus faibles statuts socio-économiques. Le fait d'être positif au virus, parce qu'on va s'inquiéter pour soi, parce qu'on va s'inquiéter aussi pour les personnes que l'on pourrait contaminer. Le fait d'être en présence d'un jeune enfant. Alors, certaines études ont réussi à modéliser que lorsque l'enfant avait moins de 11 ans, ça risquait d'augmenter le niveau de stress et de difficulté à traverser cette crise, notamment en situation de confinement pour les individus. Le fait d'être en inactivité professionnelle et y compris le non-télétravail. Vous avez probablement entendu cela et certains dirigeants, et ici, évidemment, Marie-Elisabeth peut aussi rebondir là-dessus, on a beaucoup pointé du doigt le télétravail comme étant lourd, comme étant massif, comme aussi parfois atténuant des repères, ce qui est de l'ordre de la sphère privée et de la sphère professionnelle. Mais en fait, ce qui est encore plus dommageable pour les individus, c'est d'être en inactivité. Ce côté, excusez-moi le terme, mais un peu placardisé, et même placardisé en télétravail, et le fait d'être en rupture de lien professionnel, ça, c'est vraiment un facteur aggravant. L'absence d'espace extérieur, ce qui amène aussi à une logique parfois territoriale et probablement que l'on peut imaginer que même en appartement, le fait d'avoir des parcs à proximité versus être dans un environnement purement minéral et bétonné, eh bien, ça ne produit pas le même ressenti d'un confinement et d'une quarantaine. Autre facteur aggravant, le célibat. Pourquoi? Parce que ça renvoie, en fait, quand on mesure le célibat chez les individus, ça renvoie en fait souvent en fait, d'habiter seul ou d'être isolé et d'avoir un réseau social et un étayage interpersonnel qui est plus faible ou plus distant que lorsqu'effectivement on vit à plusieurs.
Si je peux témoigner, du coup, Arnaud, c'est vrai que ce télétravail, ça a généré, beaucoup de difficultés en entreprise. Parce que d'abord, il y avait ceux qui pouvaient télétravailler et ceux qui ne pouvaient pas télétravailler, donc qui ont continué. Par exemple, nous, chez SMP, on a continué à travailler. Donc tous les «productifs» entre guillemets derrière leur machine, ils étaient au travail, alors qu'il y avait du risque et donc du coup, ça pouvait générer une certaine angoisse, comme tu l'as évoqué plus tôt, avec le fait que le virus circule et cetera. Il y a ceux qui se sont retrouvés en télétravail et puis qui n'avaient pas choisi d'être en télétravail et du coup, ça a été imposé, donc ça a généré aussi une charge mentale par rapport à ça. Donc oui, oui, ça a forcément, ce télétravail a forcément impacté la santé mentale, quelle que soit la position d'entreprise d'ailleurs, hein. Mmh. Merci beaucoup, Marie-Elisabeth. Et à présent, ce que je vous propose, c'est d'aborder la deuxième partie qui traite, et vous voyez, la transition était pas trop mal amenée, qui traite de la question du lien, puisqu'on a évoqué l'isolement, la solitude et certains facteurs de la vie sociale. Alors, vous avez vu, on a listé les plus hauts niveaux de fragilité, les facteurs aggravants, mais il y a des facteurs protecteurs qui ont été aussi mis en avant dans les études. Alors, un des premiers facteurs protecteurs que l'on pourrait aborder, c'est prendre le contre-pied des éléments précédents. On l'a dit, hein, le fait d'être négatif au virus, c'est plutôt positif par rapport au fait d'avoir une sérologie positive. Le fait de ne pas avoir la charge mentale que représentent des jeunes enfants ou de très jeunes enfants, c'est effectivement un peu plus positif que avoir des bambins qui sont souvent un peu plus, qui mobilisent un peu plus de temps et de ressources et qui forcément vont amener à une difficulté à concilier les différentes choses que l'on essaye de mener entre la vie familiale, la vie professionnelle, notamment lorsqu'elle est confinée et télétravail. Mais plus loin que ça encore, des facteurs positifs, des facteurs même protecteurs ont été mis en avant, qui sont notamment le sentiment d'utilité. Et vous savez, on a beaucoup mis en avant que certaines professions, en fait, étaient reconnues comme utiles. On a parlé des professions de première ligne. Évidemment, les soignants sont concernés, mais tous ceux et toutes celles qui ont permis finalement à un pays de continuer à fonctionner. Les personnes qui étaient dans la grande distribution, les enseignants qui prenaient le relais, parfois même en présentiel, eh bien, ces caractéristiques d'utilité qui ont émergé en lien avec cette crise, le fait aussi que certaines personnes dans des structures aient trouvé un rôle de coordination, un rôle de soutien, tout ce qui a participé à l'utilité, à la valorisation, ça c'est un facteur positif. Ça va de Un pair autre avec la reconnaissance sociale et puis un élément important, l'activation d'un lien social, même dans le contexte que l'on appelle le contexte du distanciel. À distance, activer un lien social, les coups de fil, les petits SMS, les réseaux que l'on se crée entre nous. Peut-être avez-vous vu ces expériences qui étaient proposées par certains sites internet où vous pouviez écrire des messages et ces messages étaient retranscrits sous forme de courrier qui étaient envoyés à des personnes âgées isolées. Tout ça, c'est une continuité du lien malgré le contexte distanciel. Une exception est faite, et elle est rappelée par notamment une étude menée par Nicolas Franck et son équipe, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. L'utilisation des réseaux sociaux en tant que vitrine et manière d'essayer de nouer du lien n'a pas vraiment trouvé la même utilité que les fameux coups de fil, les visios ou bien encore les SMS, voire même dans certains cas, ça participe à dégrader la santé mentale. Et d'ailleurs, si vous en avez l'occasion, regardez très tôt, la place des réseaux sociaux et des médias a fait l'objet d'une forme d'alerte, notamment de l'Organisation mondiale de la santé, comme étant eh bien, probablement quelque chose qu'il fallait penser à réguler. Et comment faire face au virus? On a mis en avant l'importance des gestes barrières. Vous le savez, le masque, le gel hydroalcoolique, 1 à 2 mètres minimum de distance physique entre les individus, l'aération des espaces. Mais si vous regardez, l'OMS met aussi en avant le fait de prendre ses distances avec les médias et les réseaux sociaux. Et il y a effectivement parfois d'autres manières de maintenir du lien. Marie-Elisabeth, peut-être sur ces sentiments d'utilité, de reconnaissance sociale? Oui, j'avais envie d'intervenir parce que finalement, quand on a regardé, si on se penche un petit peu, alors c'est pas dans mon entreprise, mais c'est au niveau des infirmières, on a l'impression un peu que c'est sucre rapide. C'est-à-dire que au départ, la reconnaissance sociale les a beaucoup portées et qu'après, c'est comme si le soufflet était retombé, en fait, hein. On a eu ça aussi avec les gens qui étaient, comment ça s'appelle? Les reapers, tu sais, ceux qui, voilà, qui enlèvent les poubelles. Ils ont été très reconnus, puis après, bah, ça c'est voilà, je sais pas si tu peux en parler par rapport à ça?
Alors là, par rapport aux études, il y a un élément spécifique qui concerne effectivement les soignants, en disant que les soignants étaient particulièrement exposés, puisqu'on leur demandait d'aller au plus près du virus et de la contagiosité d'un virus. En plus, bon, un virus qui fait des dégâts, mais qui a cette composante d'incertitude. Donc, il y a sur l'aspect mise en danger, exposition de sa santé somatique et de sa santé mentale. À nouveau, je ne suis pas favorable pour les dissocier, mais c'est vraiment pour insister sur ces deux composantes. On a bien vu que les soignants étaient plus à risque et quelque part, par le sentiment d'utilité, tout le monde se souvient, j'imagine, des fameux applaudissements, ou de certaines opérations de remerciement qui d'ailleurs existent toujours. Vous savez, certains restaurateurs livrent suppléent un peu les cantines des établissements de soins, etc. Ça, ce sont des éléments qui ont aidé en fait à traverser la crise, alors qu'ils étaient particulièrement, nos collègues, nos confrères soignants en milieu hospitalier, plus exposés. Donc c'est effectivement quelque chose qui joue. Arnaud, avant que tu passes à la slide suivante, il y a une question. C'était par rapport aux facteurs aggravants. Est-ce qu'on peut parler de facteurs déclenchants et de facteurs précipitants? Alors, quand on fait une analyse du problème, souvent on s'intéresse à caractériser plus précisément avec effectivement des facteurs déclenchants et des facteurs précipitants qui permettent en fait d'avoir un niveau plus fin de lecture des individus, enfin de la situation dans laquelle sont les individus et notamment de leur vulnérabilité. Alors, on peut en parler là, pour le coup, dans les études qui ont été faites, la nomenclature qui a été utilisée, celle de facteurs aggravants, et quelque part, elle englobe les deux. C'est tout ce qui fait que pour une crise qui touche tout le monde, potentiellement, avec certaines caractéristiques, l'effet va être majoré. Alors, ce confinement, il a évidemment un aspect négatif, c'est le repli, l'isolement, les conduites à risque. Les consommations de substances ont été pointées du doigt. Euh, les sociétés qui sont impliquées dans les jeux de hasard et d'argent, et vous en connaissez probablement certaines, qu'il s'agisse des jeux de hasard ou des jeux type poker, etc., ont vu leur chiffre d'affaires augmenter à l'occasion du confinement. Et bien sûr, vous savez, de la même manière que consommer un verre d'une boisson alcoolisée, ce n'est pas souffrir d'un trouble et d'une dépendance à la substance. Donc, pratiquer un jeu de hasard et d'argent, ça ne veut pas dire avoir une addiction au jeu, mais il y a le fait que ça puisse représenter une porte d'entrée, notamment dans le cadre d'un contexte qui est particulièrement menaçant, qui est celui de la peur d'un virus, la peur d'être malade pour soi, pour ses proches, et puis l'isolement et la distanciation des liens, parce que la distanciation physique nous amène à prendre nos distances. Et puis quand on a des confinements, des zones de circulation limitées, évidemment, là aussi, c'est d'autant plus fort. Je voulais Mais donc, oui. rajouter oui, oui, je voulais rajouter Arnaud qu'effectivement ce confinement, il a pesé aussi, dans le monde du travail, sur le monde du travail. C'est-à-dire que les gens venaient travailler, enfin moi j'ai eu le cas, dans mon entreprise où, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit: «Mais moi j'en peux plus en fait. Je peux plus faire de sport, je peux plus sortir, je vois plus mes amis» et du coup, il était pas bien et ça du coup il a amené ça dans le travail. Donc il y a eu vraiment, une implication dans le monde du travail liée à un confinement qui était extérieur en fait, hein. Mmh. Oui. Et c'est vrai que pour rebondir là aussi sur ce que tu viens de dire, le problème de l'effacement des frontières entre aussi voilà, les aspects personnels, les aspects professionnels, est venu faire en sorte que les employeurs, les collègues, enfin voilà, le milieu du travail a importé une partie des difficultés qui sont au départ purement liées à cette crise et peut-être à des situations personnelles. Ouais et c'est ça que je veux dire aussi, c'est vraiment une variabilité, personnelle, interpersonnelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont très bien géré le télétravail et il y a d'autres qui ne sont pas arrivés à gérer le télétravail parce qu'ils avaient un type de personnalité qui fait que, du coup, ils n'arrivaient plus à gérer vie pro, vie perso, c'était tout mélangé, voilà. Donc c'est vraiment très variable aussi d'un individu à l'autre au sein d'une même structure. Et alors, merci pour cette main tendue sur justement cette variabilité et les différences entre les individus, auxquelles effectivement, en tant que chercheur en psychologie, on est particulièrement vigilant.
parce que ce confinement, il a pu aussi avoir des effets positifs, peut-être dont on parle moins, parce que difficile de parler d'aspects positifs quand il y a en face, et pour les raisons virologiques et pour les raisons psychologiques, la crise que l'on connaît. Mais pour certains, ça a été l'occasion de repenser leur forme, leur santé physique à travers de l'activité physique et sportive, y compris dans des petits espaces. Regardez l'engouement pour, par exemple, le yoga, pour des pratiques douces qui peuvent se réaliser à domicile. Douce ne veut pas dire que c'est forcément facile. La conscience environnementale a aussi été relevée, c'est-à-dire que d'un coup, les individus se disent peut-être que le monde dans lequel je vis, il faut le voir différemment et en prendre un peu plus soin. Et puis aussi, le fait de chercher une autre manière d'échanger et de maintenir ce lien social. Je reconnais ne pas avoir l'expression la plus adaptée, mais peut-être le résumer sous cet intitulé, le fait de digitaliser, de distancialiser à travers les outils qui sont aujourd'hui disponibles, les liens sociaux, eh bien, c'est une manière d'essayer d'aller mieux et voilà, de rester dans le lien. Ce qui renvoie donc à cette notion de prendre soin de soi, des autres et de son cadre de vie. Et je voudrais rajouter là quelque chose, c'est que du coup, il y a vraiment des salariés qui ont, j'allais dire une crise existentielle, mais qui sont vraiment en questionnement aussi par rapport à leur travail. Donc ça va venir aussi impacter. Il y a des gens qui ont dit: «Bah non, moi je veux plus travailler dans tel domaine parce que ça n'a pas d'utilité, ça n'a plus de sens». Il y a une vraie recherche de sens aujourd'hui, qui va venir aussi impacter, nos salariés dans les entreprises. Tout à fait. Et les liens, alors je vous propose cette illustration qui a notamment été proposée par la sensibilisation faite par certains organismes, dont l'ONU et l'UNICEF. Les liens, ils sont à différents niveaux. Il y a comme différentes cellules. Il y a la cellule, alors notamment l'UNICEF prenait l'exemple de ce qui est autour de l'enfant, qui a fait partie aussi, vous l'avez compris, des publics vulnérables, les sujets jeunes, les sujets enfants. Eh bien, il y a l'enfant avec le réseau qu'il se constitue, et au premier plan, il y a sa famille. Il y a après les aspects communautaires, les aspects de société, tous les aspects de normes socio-culturelles qui sont à un moment réinterroger pour la place qu'ils occupent dans le cadre de cette crise. Alors, très brièvement, une des raisons qui fait que nous sommes particulièrement impactés sur un versant négatif, mais aussi qui fait que nous allons pouvoir trouver des ressources, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une part assez sociale dans notre cerveau, et on parle de cerveau social pour conceptualiser le fait que nous avons un cerveau qui est fait pour traiter plus spécifiquement les émotions. Vous savez que, très brièvement, nous avons certaines capacités mentales que n'ont pas d'autres primates et d'autres mammifères et d'autres êtres vivants. Alors, d'autres en ont tout à fait des bien plus performantes que nous, mais nous avons certaines capacités très spécifiques et qui font aussi la richesse de notre développement autour de la communication, des émotions et de la vie sociale. Et une question qu'on se pose souvent, avec une perspective un peu, enfin, qu'on pourrait qualifier d'ordre évolutionniste, c'est à quoi tout ça sert? Pourquoi est-ce qu'on a un cerveau social? Pourquoi est-ce qu'on est doté de ces compétences-là? Eh bien, parce qu'il en va de notre adaptation, de notre survie. Et pourquoi ça fonctionne et à quoi ça sert un cerveau social? Eh bien, on peut essayer de répondre à ces interrogations par le fait que plus nous sommes proches et plus nous sommes soudés dans un groupe, plus nous avons en fait de ressources, plus nous avons d'organismes avec ce que cela comporte au niveau sensoriel, avec ce que cela comporte en termes de système nerveux, de cerveau, d'appareils cognitifs qui permettent de traiter de l'information, et plus nous sommes vigilants à nous-mêmes, à notre environnement physique et social pour améliorer nos chances de survie, pour améliorer notre adaptation à l'environnement et pour faire face aux menaces, aux dangers que potentiellement il représente. Et dans cette logique de cerveau social, il y a un concept qui est souvent appelé, qui est celui d'empathie. Et l'empathie, c'est cette capacité à faire comme si nous étions à la place de quelqu'un d'autre. Ça revient à se mettre à la place d'autrui, à se mettre dans ses souliers, dans ses baskets, dans ses chaussons, à se mettre à sa place, mais tous en se distinguant d'autrui. Et c'est un point important qu'il faut avoir à l'esprit. L'empathie, ce n'est pas simplement prendre le point de vue et prendre l'émotion d'autrui. C'est une partie de l'empathie, c'est ce que l'on conceptualise sous le terme par ailleurs de contagion émotionnelle.
Mais l'empathie, ça va au-delà, l'empathie réussie, si on l'appelle comme ça va au-delà de la contagion émotionnelle, puisque ça consiste à prendre de la distance et à distinguer son émotion et celle d'autrui. Le fait est que lorsque nous sommes en situation de stress, en situation de vulnérabilité, nos ressources sont consommées et le fait de réussir parfois à se mettre à la place d'autrui, le fait de prendre une certaine perspective, eh bien, nous est plus difficile parce que nous avons moins de ressources pour le faire. Donc, nous sommes aussi parfois dans des états de sensibilité, de contagion émotionnelle qui sont particulièrement importants. Voilà, et rapidement, l'empathie, vous voyez, c'est quelque chose en fait de parfois plus complexe que ce que l'on peut imaginer, et c'est très en lien avec différents niveaux de traitement de l'information pour nos systèmes cognitifs et sensoriels, et c'est aussi en lien avec des perspectives, des buts à atteindre qui participent à notre adaptation à l'environnement. Alors, la solitude, l'exclusion, le manque d'empathie, ça sonne comme quelque chose d'assez négatif. Et la question qu'on peut se poser, c'est être dans ces configurations-là, est-ce que ça nous crée du tort? Est-ce que ça fait mal? Eh bien, un des éléments issus notamment de la psychologie sociale et des neurosciences sociales est ici présenté. Lorsque l'on met les individus en situation d'exclusion sociale, alors les psychologues savent très bien faire avec des petites tâches, où vous incarnez un lanceur de balles et que vous jouez avec 2 personnages fictifs, eh bien, au bout d'un moment, l'expérimentation fait que seuls les 2 petits autres personnages jouent entre eux et ils ne vous lancent plus la balle. Eh bien, ça génère chez les individus un sentiment de détresse que l'on retrouve à travers différentes mesures émotionnelles. Mais lorsque l'on regarde au niveau cérébral, eh bien, ce sentiment d'exclusion avec cette tâche, vous voyez, ce n'est pas de la haute réalité virtuelle, ce n'est pas des hauts graphismes, eh bien ça suffit à générer un sentiment d'exclusion, une ostracisation, qui active des réseaux impliqués dans la douleur. Et on constate en fait que la douleur d'ordre physique, ce qui s'active dans notre organisme lorsqu'on a mal, lorsqu'on s'est blessé, eh bien, s'active également lorsqu'on a mal, lorsqu'on est blessé sur un mode affectif et social. Ce qui veut donc dire qu'effectivement, nous sommes, entre guillemets, touchés en nos chairs lorsque nous sommes affectivement, socialement, en éloignement ou en rupture de lien. Et ça, probablement que les expériences que nous en avons faites à un moment ou qui nous ont été rapportées mettent en avant cette forme de souffrance, de douleur qui est quasiment d'ordre corporel. Et vous voyez qu'il y a des éléments ici empiriques qui soutiennent cette perspective-là. Il y a un proverbe africain qui est repris notamment dans un ouvrage sur la solitude qui a été proposé notamment par John Cacioppo, qui est « Si tu veux aller vite, eh bien marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble ». Alors derrière le côté poétique et plutôt agréable de ce proverbe, il y a un vrai fond qui est que nous avons besoin des liens pour pouvoir survivre, pour pouvoir continuer à avancer. Et nos liens fragilisés, nos liens renforcés, un peu en écho à ce que tu disais, Marie-Elisabeth, eh bien, la situation, elle est pas binaire. Il n'y a pas le camp de ce qui est bien, le camp de ce qui est mal, et il n'y a pas que du négatif dans tout ça, puisque ce que l'on constate, à la fois à travers des rapports qualitatifs et des premières études quantitatives qui continueront à arriver, c'est que nous avons souvent fait preuve d'une forme d'innovation, d'une forme de capacité de rebond, par exemple dans le cadre du travail, mais aussi de nos liens personnels, avec des nouvelles manières de fonctionner pour être en lien avec les autres. Parfois, et sans la technologie, nous nous sommes recentrés, nous nous sommes retrouvés, nous avons trouvé du temps pour nous, comme on l'évoquait précédemment, quitte parfois à ce que les hypothèses assez alarmistes qui étaient faites en lien avec ce que provoque cette pandémie et ces confinements ou réduction des libertés pour essayer de lutter contre le virus, et bien, quitte à ce que ces hypothèses et ces constats, ces prédictions alarmistes soient pour partie déjouées. Donc, vraiment, la situation est plus complexe que ce qu'on imagine. Mais évidemment, ce qui doit nous préoccuper, c'est ce que l'on constate dès à présent. Et par exemple, vous savez, à l'université, dans le milieu étudiant, on y a été particulièrement confronté. Le fait que certains vont s'isoler, rentrer dans un mal-être profond, connaître des situations de décrochage. Et là, il faudra penser à la reconstruction qui arrive après
cette pandémie et les mesures qui sont mises en place pour essayer de lutter contre. Moi, je voulais apporter une petite note positive, c'est que l'année dernière, enfin en entreprise, on a eu des directives gouvernementales pratiquement tous les mois, hein. Il fallait changer nos modes de fonctionnement tous les mois. Un coup, on mettait le masque, un coup, on mettait plus le masque. Après, il fallait 3 dans un bureau, puis machin, etc. Et je trouve qu'en entreprise, on a su franchement s'adapter et faire face à toutes ces variabilités. Et c'est là qu'on voit toute la puissance de l'être humain qui est totalement capable de s'adapter. Alors oui, avec quelques efforts et quelques conséquences, comme tu viens de les citer, mais on a quand même démontré des vraies capacités d'adaptation. J'ai 2 questions, Arnaud. La première, c'est comment les organisations peuvent-elles réagir ou anticiper d'éventuelles difficultés à venir? Alors la manière de les anticiper, me semble-t-il, c'est, premièrement une veille. Il faut réfléchir à comment suivre le phénomène, comment le mesurer et ça, c'est tout un enjeu. Aujourd'hui, autour de ce qui, émerge autour heu, d'une plus grande visibilité, d'une meilleure structuration de la santé mentale, il y a plein de choses qui sont évoquées et qui vont continuer à l'être. On peut citer, le renforcement en ressources humaines dans certains établissements. On peut citer, par exemple, le fait aussi qu'il y ait une augmentation des numerus clausus dans les filières dans les études médicales, et en espérant, renforcer la psychiatrie. On peut citer aussi ce qui se trame autour d'un changement de statut et d'une prise en charge, par la société, des psychologues. Derrière tout ça, il y a une chose qui est associée, c'est il faut être capable de mesurer l'ampleur du problème, il faut être capable aussi de mesurer l'efficacité des actions et c'est souvent ce qui nous manque en fait, c'est ce sur quoi on n'est peut-être pas encore assez bon. Donc il faut envisager ensemble des outils d'ordre épidémiologique descriptif, d'ordre d'épidémiologie analytique qui nous permettront de mesurer les phénomènes et aussi d'aller dans le détail, c'est-à-dire comprendre les déterminants, ce qui va causer telle ou telle difficulté. Est-ce que je peux rajouter, Arnaud, aussi qu'il me semble qu'en entreprise, du coup, le management a toute sa place, hein. La façon de manager les équipes, la façon d'être à l'écoute des équipes, qu'ils soient présents ou en distanciel. C'est vraiment là qu'on a vu toute la qualité managériale, enfin, comment un manager pouvait arriver à réguler ou pas la situation aussi par rapport à lui, sa propre fragilité psychologique. Enfin, tu vois, il y avait vraiment, voilà, je pense qu'il y a un vrai rôle managérial aussi. Oui. Du coup, est-ce que Marie-Élisabeth, sans voir la question, en fait, il y avait une question qui était: «Quel rôle ont joué les dirigeants et cadres dans cette situation?» Je crois que tu y as répondu. J'ai une autre question avant qu'on passe, Arnaud, j'en ai même 2 autres. Du coup, l'autre question, c'était: si l'empathie peut permettre d'améliorer l'équilibre mental et sa relation à l'autre, comment on peut la provoquer? Peut-on la provoquer? Si on peut. Alors je pense pas qu'il s'agisse tant de la provoquer, mais je crois saisir le sens de la question. En tout cas, on peut, potentiellement, l'entraîner, la promouvoir et donc l'empathie, c'est par exemple une des composantes, de quelque chose qui apparaît dans un champ peut-être un peu plus large, mais c'est une des composantes et probablement une composante assez centrale de ce qu'on appelle les, compétences psychosociales et les compétences psychosociales, on a peut-être une tendance à imaginer que c'est quelque chose qui est beaucoup de l'ordre d'un savoir-être naturel, spontané, et que certains sont très doués pour aller vers les autres, pour décoder les émotions, pour réagir aux attentes émotionnelles de soi et d'autrui, parce qu'il ne faut pas non plus oublier de réagir par rapport à soi. Eh bien, en fait, ça fait partie de compétences, d'aptitudes qui s'entraînent, qui se développent, et c'est peut-être vers ça qu'il faudrait s'orienter. Favoriser les compétences psychosociales, favoriser. Alors, ça peut prendre plein de formes, et je fais l'hypothèse que Marie-Hélène, en tant que psychologue du travail, mais aussi DRH, c'est des choses qui peuvent être amenées à discuter avec les entreprises. Oui, oui, tout à fait. C'est des choses qui peuvent se développer, notamment avec les managers, notamment avec les managers. Et du coup, avant de laisser la main à non, j'ai 2 autres questions, Arnaud. Je lis celle dans le chat. Au cœur des activités outdoor, on a observé une sensibilité plus forte à la proximité, au local, économie circulaire, économie sociale et solidaire, attrait des espaces naturels de la vie sauvage, est-ce durable ou retour malheureux à la vie d'avant?
J'ai pas la réponse. En plus, elle est quasiment d'ordre politique, parce que ce qui fait on ira vers d'autres modèles. C'est un petit peu ça, je crois, qui est dans cette question-là. Ça fait partie de choix de société, de choix politiques. Maintenant, pour ce que je me sens plus à même d'appréhender dans cette question, je crois qu'il y a une forme d'erreur, je ne jette pas la pierre, voilà, mais plutôt un point, voilà, je vais le formuler différemment. Il y a probablement un point négatif ou maladroit qui serait d'imaginer et de promouvoir un retour à la vie d'avant. Parce que, je crois qu'on vient de le dire, hein, il y a des aspects positifs dont on pourrait peut-être s'inspirer, qu'on pourrait garder. Il y a peut-être des nouvelles manières de fonctionner. Donc, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si vous me permettez l'expression. Et puis, je pense que revenir à la vie d'avant, c'est probablement, d'une part, peut-être impossible, ou en tout cas pas avant un long terme. Et ce serait peut-être quelque chose qui ne serait pas un bon indicateur en termes de prise en compte d'un certain nombre de leçons et de nécessité de changer nos fonctionnements. Donc, vous voyez, c'est un petit peu en lien avec cette étude qui avait été faite, dont je vous parlais en Espagne, sur le fait de promettre un retour à la vie d'avant rapidement, presque sans effort ou à effort minimal. En fait, ça ne peut, à mon sens, que générer un sentiment de déception. Et quand vous regardez l'expérience qu'on commence à avoir de cette crise en particulier, une deuxième vague ou une troisième vague, c'est pas bien clair. Peut-être qu'on n'est jamais sorti de la deuxième. En tout cas, on est sorti au moment de la première. On voit qu'on peut retomber dedans. On voit que si on ne change pas certains comportements, si on ne change pas certains principes, on va à nouveau se retrouver en difficulté. La question sera de savoir, est-ce que ce risque il est élevé, modéré, faible? Est-ce qu'il est, en plus de ça, à plutôt long terme ou à plutôt court terme? Plus quelque chose est fort et à court terme, plus effectivement ça nous impacte. Maintenant, le fait est que ce n'est pas parce que quelque chose n'arrivera pas dans 15 mois, mais qu'il arrivera dans 15 ans, qu'il est forcément moins grave. Donc, je pense vraiment qu'il faut envisager un autre système, et que le retour à la vie d'avant, ce n'est pas un discours raisonnable, notamment en termes de coûts psychologiques, hein, notamment sur les aspects d'incertitude et de déception que cela peut générer. Marie-Elisabeth, j'ai une question pour toi. Quels signaux faibles peut-on repérer dans les entreprises? Ah, ça, c'est pas facile parce qu'il y a des salariés, là, moi, par exemple, lundi, j'en ai eu un qui est venu me voir en me disant, qu'il n'allait pas bien, mais peut-être parce qu'il se sentait en confiance. Après, il y a des individus qui vont jamais venir, se plaindre. Alors après, c'est les signaux faibles classiques du risque psychosocial qui peuvent être l'absentéisme, du turnover, une perte de communication dans les équipes, voilà. Mais comme les signaux faibles, dans signaux faibles, il y a faible, donc c'est pas forcément facile, à repérer. C'est compliqué. Il faut vraiment maintenir le lien. En fait, je pense que c'est toute la valeur ajoutée d'ailleurs de la mission RH, c'est vraiment de maintenir ce lien, ou des managers, hein. C'est vraiment de maintenir ce lien et de pouvoir être à l'écoute et que les salariés puissent venir en parler quand ça ne va pas, en fait. Sonia, toi la parole. Très bien, merci Arnaud, merci Elisabeth, Marie-Elisabeth de me donner la parole, et je remercie tout le monde d'être présent ce soir et échanger autour de cette problématique. Donc je me présente, je suis Sonia Pellissier, et donc je suis enseignant-chercheur au laboratoire, dans le même laboratoire qu'Arnaud, le LIPPC2S, et moi je suis plutôt spécialisée dans le domaine de la physiologie et des neurosciences appliquées à la psychologie, et notamment aux questions qui touchent le stress et la façon dont on s'adapte aux différents stresseurs, et à la vulnérabilité également, au passage de la bonne santé vers la maladie. Et dans ce cadre-là, je suis amenée à travailler sur les émotions, puisque les émotions vont jouer un rôle important dans cette bascule, et notamment dans la réaction que l'on va avoir face à notre environnement, et notamment à la question de la régulation de nos émotions lorsque celles-ci sont par exemple non adaptées à la situation, ou lorsqu'elles débordent et nous entraînent, hein, dans des situations
et génère des facteurs aggravants de stress face à une situation que l'on ne contrôle pas. Arnaud, merci. Alors, moi, je vais vous tenir des propos un petit peu des propos de physiologistes et vous donner le point de vue d'un physiologiste sur cette pandémie et qui rejoint tout à fait les notions et le point de vue qui a été abordé et exposé par Arnaud. Cette pandémie elle nous a poussés dans nos retranchements physiologiques, puisqu'elle nous a complètement bousculés dans une zone d'inconfort qui va nous pousser à nous adapter. Et typiquement, si on regarde à l'échelle mondiale, cette pandémie peut être considérée comme à l'échelle d'un individu, comme un stresseur et qui a été perçu comme un stresseur extrêmement fort, une menace et cette menace, comme vient de le dire Arnaud, notre cerveau est très bien formaté pour détecter la menace et déclencher une réaction d'adaptation qui est la réaction de stress. Donc je dirais que cette réaction qui induit chez nous des émotions et de la douleur, de la souffrance, de l'inconfort, pour voir les choses, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, cette réaction de stress, elle est bénéfique. C'est très bien d'être stressé parce que ça va nous pousser à nous adapter et à trouver de nouvelles solutions et d'être créatif pour surmonter la menace. Et donc, dans ce cadre-là, nous sommes tous différents face au stress et il y a une très grande variabilité interindividuelle à tel point qu'on parle de stress perçu, c'est-à-dire la façon dont on perçoit la situation plutôt que la situation elle-même. Donc chaque individu va réagir à sa manière en fonction de sa situation personnelle, l'environnement dans lequel il vit, le contexte socio-professionnel et familial dans lequel il évolue, son histoire personnelle. Et tout ça va générer à l'échelle de la société et au final du monde entier, une énorme réaction de stress qui est modélisée, qu'on peut modéliser comme je vous le présente ici, sur le modèle de la réaction de stress individuelle, qui est que lorsque nous percevons une menace, la première étape qui se met en place, notre première réaction physiologique, c'est de monter en tension. C'est une phase d'alarme où toute notre physiologie, notre système nerveux, nos systèmes hormonaux vont s'activer pour mettre notre organisme en tension et prêt à l'action, prêt à agir. Donc, on a les émotions qui sont là pour nous aider justement à prendre conscience de ce danger, de cette menace et à mettre en place une réflexion qui va nous pousser à l'action. Ces émotions peuvent être la peur, la colère, l'anxiété, l'incertitude. Tout ça, bien sûr, c'est désagréable. On le ressent de manière désagréable. Arnaud, si tu peux revenir sur la diapo. S'il te plaît, merci. Mais c'est bénéfique parce que cette mise en tension, eh bien, elle va nous conduire vers une seconde phase qui va durer dans le temps, qui est la phase d'adaptation ou phase de résistance, qui correspond à une phase où on va déployer de l'énergie à l'économie pour tenir dans la durée. Et donc là, on va avoir la phase où on va rechercher des solutions, résoudre les problèmes auxquels on est exposé, rechercher du lien social, par exemple, de l'aide et réguler nos émotions. Et dans la situation classique, toute cette mise en tension physiologique revient à la normale, redescend lorsque la menace disparaît, lorsque le problème est résolu. Et nous avons
une dernière phase de notre physiologie qui se met en place, qui est la récupération, qui est la phase la plus importante en termes d'adaptation, puisque cette phase de récupération va nous ramener à un équilibre. Cet équilibre n'est pas forcément le même que celui d'où on est parti au départ. Arnaud parlait tout à l'heure de est-ce qu'on revient à la vie d'avant? Non, on ne reviendra pas à la vie d'avant. On va revenir à une nouvelle vie, à un nouvel équilibre en ayant appris de la situation que l'on a vécue. Mais la question qui se pose, c'est dans quel état et à quel moment on va revenir, notre physiologie va revenir au repos, en quelque sorte. Et ce qui se passe à l'échelle de l'individu, mais à l'échelle de la société dans son ensemble, c'est que nous ne sommes pas encore en état de récupération. Notre état de stress auquel nous sommes soumis, du fait des différentes vagues, du fait de l'incertitude et de l'avenir, eh bien, nous sommes encore en phase de résistance. Nous sommes encore en train de maintenir notre physiologie à haut régime de fonctionnement pour faire face, pour tenir, pour résister. Et c'est pour ça que la courbe ne descend pas. Et on sait, dans les modèles physiologiques, on sait que cette courbe-là, si elle ne redescend pas, il arrive un moment où on va basculer dans la lassitude, l'épuisement, la maladie, et avec une issue parfois qui peut être fatale. Mais avant d'en arriver là, toute la crise psychologique que l'on vit actuellement, eh bien, il y avait la phase aiguë, je dirais, de cette crise, mais maintenant, nous sommes dans la phase tardive, l'effet retard, qui n'est pas terminé encore, hein, dû à cette longue phase de résistance où il faut encore mobiliser nos ressources. Et cela a été démontré récemment dans une étude qui a montré que ce qui pèse beaucoup dans cette tension de stress dans laquelle nous sommes, ce sont les ruminations liées à la situation et à la situation de la Covid notamment, qui génèrent un stress émotionnel et cognitif supplémentaire qui pèse sur notre physiologie. Et dans cette étude, il a été montré que apporter un soutien psychologique aux personnes qui sont dans cette souffrance émotionnelle, eh bien, ça permet de faire baisser cette courbe et de ramener vers la récupération ces individus qui sont en souffrance. Donc, effectivement, cette crise, elle nous touche au plus profond de notre physiologie, puisque nous avons un cerveau social et tout notre organisme et toute notre physiologie est tournée vers le fonctionnement de ce cerveau social pour créer du lien en vue d'être plus fort pour nous adapter à notre environnement. Et donc, c'est pour ça que le soutien psychologique envers les personnes qui sont les plus en détresse est extrêmement important pour éviter l'effet tardif d'épuisement extrême de notre physiologie et de notre santé physique et mentale. Sonia? Oui. Est-ce que par rapport à cette courbe, la phase d'adaptation et de résistance, est-ce que ça veut dire que l'on devient de plus en plus résistant au stress ou pas? Non, ça veut dire qu'on va déployer en permanence des solutions pour essayer de nous adapter. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir plus résistant. En tout cas, puisque l'issue, dans les modèles extrêmes, l'issue, c'est l'épuisement. Donc, la résistance, elle puise dans notre énergie, elle puise des ressources. C'est pour ça que c'est important de se ressourcer. C'est pour ça que c'est important de pouvoir décompenser.
pour reconstruire notre capital de ressources en énergie. Donc, le risque de cette phase de résistance, si elle dure trop longtemps sans qu'on puisse avoir recours à de la régulation, à de l'aide, à avoir une sortie à cette histoire, c'est que les plus vulnérables, puisque nous sommes tous différents face au stress, les plus vulnérables se mettent à résister de moins en moins. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que on peut voir des issues positives, ou du moins des moyens à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'un groupe. On peut trouver des moyens de faire face efficacement et de faire en sorte que cette résistance dure le plus longtemps possible, qu'elle ne craque pas, qu'elle ne lâche pas trop rapidement. Ces ressources, elles se trouvent notamment dans notre physiologie et notamment dans la mobilisation de nos ressources individuelles. Effectivement, lorsque nous sommes confrontés, alors là, il faut regarder la figure colorée au milieu ici. Lorsque nous sommes en phase de résistance, nous luttons, nous combattons, nous sommes en colère, nous avons peur, nous sommes anxieux, nous sommes dans l'action. L'action, c'est quelque chose c'est très important, l'action et le mouvement, pour ne pas tomber, pour ne pas lâcher. Lorsque, au-delà de cette résistance liée à l'action, lorsqu'on ne trouve pas de solution, lorsque la contrainte dure trop longtemps, lorsque nos ressources s'épuisent et qu'on ne voit plus d'issue, eh bien, on risque de basculer dans un autre mode de fonctionnement physiologique, qui est le fonctionnement, notamment sur un mode d'immobilisation, qui est le fonctionnement du système nerveux parasympathique en l'occurrence, qui va nous immobiliser et nous faire petit à petit, nous faire glisser, nous faire déprimer, nous rendre complètement désespérés et peut-être faciliter l'usage, la consommation, la surconsommation de médicaments, d'alcool pour essayer d'étouffer cette souffrance. Et ça, c'est pas bon. Alors, heureusement, dans notre physiologie, nous avons un système qui est un système d'engagement social, qui est une partie de notre système nerveux, qui est le système parasympathique, par le biais d'un nerf, qui est le nerf vague dans sa composante ventrale. Donc, c'est un nerf vague ce nerf relie notamment nos viscères et notre physiologie viscérale à notre cerveau. Mais la particularité de ce nerf, c'est que c'est le nerf du lien social. Parce que dans sa partie, dans une de ses parties ventrales, c'est cette partie-là qui va nous permettre de récupérer après un stress important. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut mobiliser les ressources liées à ce nerf pour envoyer des messages positifs au cerveau et notamment en resserrant ce lien. Par exemple, en entreprise, idéalement, ce qui est favorable, positif, c'est de créer une bulle sécurisante au sein d'une équipe, faire en sorte que chaque individu au sein d'une équipe se sente à sa place, utile, complémentaire des autres membres de son équipe. Valoriser, pour un manager par exemple, être très attentif et à l'écoute, valoriser les expertises et les savoir-faire au sein de l'équipe. Parce que ça fait gonfler d'une certaine manière, entre guillemets, notre système parasympathique ventral et ça nous sécurise. Et ça, c'est très important parce que notre cerveau est constamment en train de rechercher de la sécurité, justement pour pouvoir apaiser notre physiologie, calmer ces réactions de stress et faire en sorte de devenir et laisser la place à la créativité, à l'ouverture à soi et aux autres, au calme également.
Autre chose également qui peut renforcer notre système parasympathique ventral, c'est orienter notre énergie vers un projet collectif qui nous dépasse, plus grand que soi, avoir un cap vers lequel travailler, se diriger en collectif. Cultiver la bienveillance également et l'indulgence envers soi et envers autrui, avec le sentiment d'humanité commune, c'est-à-dire si moi, une situation me fait souffrir, elle peut faire souffrir l'autre également. Imaginer aussi ensemble des issues positives. Souvent, on a tendance, face à une situation, à ne voir que ce qui ne va pas, que ce qui est négatif. Or, le positif existe et notre cerveau, lorsqu'il est en état de stress, va occulter le versant positif, il ne va pas le voir. Et donc, laisser la place aussi au positif, à dire, ben, et si les choses ne se passent pas comme ça? Et si ça se passe autrement? Et ça, on peut le faire que si on est dans un état de calme et que notre cerveau peut, à ce moment-là, avec des émotions plutôt positives, nous permettre d'être pleinement présent, connecté à soi et à autrui, ce qui permet de renforcer cette physiologie. Et récemment, de plus, on a montré que en renforçant l'activité de ce nerf, par des techniques telles que le biofeedback cardiaque, par exemple, associé à des sentiments agréables de bienveillance, d'autocompassion, d'amour bienveillant, d'amour inconditionnel, eh bien, ça favorise la connexion sociale et surtout, ce nerf, il a également un rôle anti-inflammatoire qui a été découvert il y a une quinzaine d'années et il y a des travaux qui ont montré qu'en renforçant ce nerf, on peut également lutter contre l'infection par la Covid et notamment éviter l'orage inflammatoire qui précipite justement les individus, les personnes qui tombent malades dans les services de réanimation et qui ensuite met en danger leur vie. Donc réguler ce nerf permet aussi de réguler son statut inflammatoire et d'être plus fort aussi face à l'infection. Sonia, Sonia, Oui, une indication de temps, en fait, qu'il est 18h07. Il faut rester oui, dans le timing, du coup. j'ai terminé. Bah, super. Il y avait juste une question qui était qu'est-ce que le biofeedback cardiaque, Sonia? Alors, le biofeedback cardiaque, c'est une technique qui consiste qui est basée au départ sur une technique respiratoire, une respiration lente, couplée à la visualisation de son rythme cardiaque. Et il faut savoir que notre rythme cardiaque n'est pas stable moment après moment, il varie en permanence. Et les variations régulières de notre rythme cardiaque, c'est ce qu'on appelle la variabilité du rythme cardiaque, eh bien, plus ces variations sont amples et plus notre nerf vague est actif. Et donc, le biofeedback cardiaque, c'est une technique qui nous apprend de manière consciente à réguler notre rythme cardiaque par le biais de la respiration, mais pas uniquement, par le biais aussi de l'imagerie mentale ou de la méditation. Et en renforçant ce nerf vague, eh bien, ça aide à la régulation émotionnelle et ça favorise justement le calme au niveau du cerveau et les comportements d'approche vers les autres, les comportements prosociaux. Super. Merci Sonia. Cécile, je te redonne la main. Oui, merci, merci, merci à tous. Merci. Désolée un petit peu pour ce dérapage de temps. Alors déjà, j'ai quelques messages de personnes qui ont dû nous quitter en cours de route et qui vous disent un grand merci, mesdames, messieurs les intervenants. Donc, merci pour ça. Donc, très rapidement, juste une information à vous donner. Vous l'aurez peut-être compris, mais la recherche en santé est très présente à l'Université Savoie-Mont-Blanc et à la Fondation, on a déjà soutenu plusieurs projets et on va continuer à le faire. On va continuer à le faire parce que ce sont des sujets qui sont importants, c'est des sujets sur lesquels les chercheurs ont encore beaucoup à apprendre, mais ils ont beaucoup aussi à nous apprendre de ce qu'ils savent et cette transmission, elle est importante.
C'est la raison pour laquelle on organise très prochainement, puisque c'est dans presque moins d'un mois maintenant, puisque c'est le mercredi 26 mai, un atelier prospectif qui permettra justement d'approfondir certains des sujets qu'on a évoqués ce soir autour des questions de santé mentale, et à la suite duquel on sera peut-être, et j'espère, en capacité de vous proposer différentes actions. J'en ai terminé. Un grand merci à vous tous, un grand merci pour votre participation, grand merci à nos intervenants, à TESAM pour son appui à l'organisation. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, très belle soirée, en bonne santé et en équilibre, et à très bientôt.